Bonjour, nous attendons juste quelques minutes avant de commencer la présentation afin que tout le monde puisse se connecter. Merci. Je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Participation des entreprises agroalimentaires au Salon professionnel aux États-Unis. Comment se conformer aux exigences de la FDA. Je suis Emanuela Diuccio, je suis conseillère réglementaire au Bureau européen de Register Corp et j'aurai aujourd'hui le plaisir d'accompagner ma collègue Béatrice lors de cette présentation. Avant de commencer, je voulais juste vous communiquer quelques informations pratiques pour le webinaire. Tout d'abord, je vous informe que l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé dans les prochains jours. Ainsi, si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité de la session aujourd'hui ou si vous souhaitez le revoir ultérieurement, vous pourrez y accéder grâce au lien qui vous sera transmis. Ensuite, à la fin de la présentation, vous recevrez un questionnaire. Je vous demande de bien vouloir le compléter. Cela nous permettra d'améliorer la qualité de nos prochains webinaires. Et enfin, si vous avez aussi la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire via la section dédiée située à droite de votre écran. Donc, nous allons dédier un temps d'échange à la fin de la session afin de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Si pour des raisons de temps, certaines questions ne seront pas traitées, on pourra donc vous répondre par email. Permettez-moi de me présenter brièvement. Moi, je suis Emanuela Diuccio, j'étudie le droit à l'université de Bologne et je travaille depuis environ 1 an et demi chez Register Corp, où je m'occupe principalement du secteur alimentaire. Je parle l'italien, anglais et français. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Béatrice Mull. Madame Mull est ingénieure en sciences de l'alimentation et diplômée en management des entreprises. Elle possède plus de 30 années d'expérience dans le secteur cosmétique, médical et agroalimentaire.
Et depuis 2003, elle occupe le poste de conseillère en réglementation chez Register Corp, où elle dirige une équipe spécialisée dans l'accompagnement des fabricants et exportateurs européens afin d'assurer leur conformité aux réglementations internationales applicables aux aliments, cosmétiques, médicaments et dispositifs médicaux. Madame Mull est également intervenue lors de nombreux événements internationaux consacrés aux réglementations export et anime de nombreux séminaires pour des associations professionnelles. Je vous remercie donc de votre attention et je laisse la parole à Béatrice. Bonjour à toutes et tous et merci de votre participation. Aujourd'hui, nous allons essayer de balayer l'essentiel des points réglementaires à vérifier avant de participer à un salon aux États-Unis pour vos produits agroalimentaires. Donc, on va regarder déjà les principes généraux, ensuite les enregistrements, les points de sécurité alimentaire, qui est relatif à l'étiquetage et à la conformité des produits, les déclarations à faire pour envoyer ces fameux produits au salon, les notifications préalables, et puis comment la FDA contrôle tout ça, hein, à quel moment est-ce que ça peut vous impacter aussi. Sachant que tout au long de la présentation, ce que je voudrais, enfin moi, mon objectif, c'est non seulement de vous expliquer comment ça marche ou de vous permettre de compléter vos connaissances, puisque vous en avez aussi certainement déjà accumulé, mais c'est aussi de vous montrer comment, à travers le fait de bien maîtriser ces points réglementaires, de bien les comprendre, hein, et d'avoir aussi une idée claire de comment les implémenter chez vous, ça va vous aider à être percutant dans votre salon professionnel. Ça va vous aider à convaincre un acheteur potentiel que vous maîtrisez le sujet et que vous êtes prêt pour le marché américain. Parce que c'est aussi ça, finalement, l'ambition de ce webinaire et puis de la conformité réglementaire, c'est aussi de rassurer avant tout vos clients potentiels. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Registrar Corp, je vais juste vous introduire qui nous sommes. Donc, notre cœur de mission, c'est vraiment la conformité réglementaire. Pas seulement d'ailleurs avec les US, aujourd'hui on parle des US, mais sachez que par exemple on aide aussi les entreprises par rapport au Canada, au Mexico pour la partie alimentaire et dans d'autres pays pour d'autres secteurs d'ailleurs aussi. Nous avons plus de 30 000 clients dans plus de 190 pays, donc nous sommes vraiment tournés vers le commerce international. L'entreprise existe maintenant depuis 24 ans, et donc voilà, c'est pas nouveau. On a accumulé un certain savoir-faire. D'ailleurs, on a des équipes techniques larges et très spécialisées. Et nous sommes fiers d'avoir aussi une note de 4,7 sur 5 sur Trustpilot. Hein, pour nous, c'est très important. Et nous avons toute une vaste palette de services de façon à vraiment vous accompagner à la fois dans le développement international de votre entreprise, mais aussi ensuite dans toute la vie en fait commerciale des entreprises sur l'aspect réglementaire. Alors le dernier point, bah, c'est un des points les plus importants, c'est-à-dire que nos clients nous confient des données qui sont sensibles, des données qui sont confidentielles, et donc c'est pour ça que nous sommes certifiés ISO 27001, qui est une certification sur la sécurité des données. Hein. Je pense que c'est important quand on se fait accompagner de savoir que les personnes qui vous accompagnent font attention aux données sensibles que vous leur communiquez. Alors, d'une manière générale, eh bien, quelles sont les conditions à remplir pour présenter vos produits alimentaires lors d'un salon professionnel? Et surtout, finalement, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a des exemptions? Parce que si on n'est pas sur le marché américain, on se dit, bon, est-ce que vraiment il faut que je fasse tout pour pouvoir aller envoyer mes produits et les mettre sur mon stand à Fancy Food, par exemple? Hein. Et alors, eh bien, dans les textes américains, il n'y a absolument aucune mention d'exemption pour aller à un salon. Les très, très rares exemptions que vous pouvez avoir, ça va être si vous ne distribuez pas ou vous ne donnez le produit à personne, que vous ne le faites pas goûter, et que vous ayez la preuve que vous avez repris vos produits après le salon. Donc c'est quand même un petit peu un problème pour les salons alimentaires, puisque a priori, si on amène des produits, c'est aussi pour que les gens les goûtent, pour les mettre en avant, et cetera, et qu'éventuellement des acheteurs puissent repartir avec des échantillons. Or, il se trouve que si vous envoyez des échantillons, même ensuite à un acheteur, vous retomberez sur ces mêmes requis où il n'y a pas d'exemption formalisée en disant bah oui, c'est juste un échantillon, donc vous pouvez vous dispenser d'enregistrement de conformité des produits, etc. Le principe de base, c'est que ce soit envoyé à un salon ou que ce soit distribué,
il faut être en conformité. Alors, quand on envoie ces produits sur un salon, souvent, évidemment, on va quand même prendre des précautions de toute façon en écrivant «Not for retail sale», «For display on a trade show only», et cetera, de façon à attirer une certaine tolérance, en cas, de vérification des produits, par des inspecteurs FDA à l'arrivée sur le sol des États-Unis. Mais d'une manière générale, sachez que voilà, il va falloir, bien balayer les points et essayer d'avoir un maximum de conformité de vos produits pour avoir aussi un maximum de sécurité d'avoir vos produits sur votre stand. Mmh. Et puis le deuxième vraiment point général qu'il faut retenir, c'est, cette notion de d'importateur FSVP. Alors FSVP, ça veut dire Foreign Supplier Verification Programme et on va en parler tout au long de la présentation et c'est la loi qui oblige les importateurs à vérifier, les fournisseurs étrangers et les produits qu'ils importent, pour s'assurer, qu'ils sont en conformité avec les réglementations américaine et en particulier cette loi les rend responsables. Ils partagent avec vous, les fabricants, la responsabilité, de la sécurité des produits importés. Mmh. Donc c'est pour ça que les importateurs s'intéressent, à ces aspects réglementaires, à ces aspects de conformité parce qu'ils ont une responsabilité et qui plus est, cet importateur, il doit être mentionné lorsque votre produit arrive à la douane. C'est-à-dire que, quand vous rentrez, sur le sol des États-Unis, la FDA veut savoir qui partage cette responsabilité sur la sécurité des produits avec vous, hein, donc le fameux importateur FSVP. Il se trouve que quand on va à un salon, on n'a pas forcément un importateur, hein. On envoie la marchandise sur un salon. C'est pour ça que dans ce cas-là, quand on n'a pas d'importateur, on doit désigner quelqu'un qui va «remplacer» entre guillemets l'importateur sur la partie responsabilité, hein, pas sur la partie achat des produits et cetera, revente et ça, c'est ce qu'on appelle un agent FSVP. Donc on va développer tout ça au cours de la présentation. Mais c'est hyper important parce que si vous n'avez pas ça, les produits auront sûrement du mal à rejoindre votre stand. Alors on va commencer par le plus simple, c'est l'enregistrement. C'est-à-dire faut-il s'enregistrer? Qu'est-ce qu'il faut enregistrer? Et cetera. Oups, je suis allée trop vite. Donc l'enregistrement principal que pratiquement toutes les entreprises agroalimentaires doivent avoir, c'est l'enregistrement d'établissement qui s'appelle FFR, Food Facility Registration. Et ça, c'est pour les établissements qui fabriquent, transforment, conditionnent ou stockent des produits alimentaires, hein, ou des boissons qui sont destinés au marché américain. Alors, c'est une notion américaine du fabricant, pas la notion européenne. Les Européens, en général, ils vous disent, «Je suis fabricant», même si finalement, c'est pas vous qui fabriquez, vous détenez les recettes, vous avez les processus, mais vous faites fabriquer par un tiers. Aux États-Unis, la notion de fabricant, c'est vraiment l'usine où on fabrique les produits. Mmh. C'est aussi là où la FDA va éventuellement faire une inspection. Donc, vous voyez, là aussi, si par exemple vous, vous avez une marque, vous allez exposer dans un salon, il se peut que vous n'ayez pas besoin de vous enregistrer à la FDA parce que vous n'avez pas de stock, vous fabriquez rien, même si c'est vous qui avez votre gamme, vos recettes, etc. Par contre, votre sous-traitant, lui, il doit être enregistré. Et c'est important pour que vous puissiez envoyer vos produits sur le salon agroalimentaire ou au salon professionnel où vous irez aux États-Unis. Donc, vous voyez bien, c'est un enregistrement d'établissement, pas de produit déjà, hein. Aux États-Unis, on ne déclare pas les produits, pour, la partie alimentaire, sauf exception, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis principe de base, renouvellement tous les 2 ans, toutes les fins d'année paires exactement. C'est-à-dire que c'est pas 2 ans à date anniversaire et si par exemple vous vous enregistrez demain parce que vous voulez justement, participer à un salon, eh bien si vous voulez maintenir cet enregistrement au-delà de la fin de cette année, vous devrez le renouveler puisque nous sommes en année paire. Donc tous les enregistrements devront être renouvelés entre le 1er octobre et le 31 décembre de cette année. Et ensuite on passera en 2028 et cetera. Alors, particularité pour les établissements qui ne sont pas aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis aussi on s'enregistre, hein, eh bien, c'est qu'il faut aussi désigner lors de l'enregistrement un agent US pour les communications avec la FDA. Donc là, on ne parle pas d'agent commercial, on parle d'un contact sur le sol des États-Unis, hein, physique, ça ne peut pas être une boîte postale, hein, que la FDA va pouvoir contacter exactement comme si c'était vous. Et effectivement, la FDA contacte soit l'agent, soit l'entreprise, soit les 2, ça dépend, hein. Nous, on le voit puisqu'on est agent effectivement pour plus de 30 000 entreprises dans le monde et ça peut être pour des questions, de routine ou pour des questions importantes comme des urgences sanitaires
ou en cas de notification d'inspection, puisque le rôle de l'agence, c'est aussi de faciliter les communications en vue d'une inspection. Alors la FDA, est-ce qu'elle vous inspecte pour vous enregistrer? Non. Vous n'avez pas d'inspection avant l'enregistrement. Par contre, une fois que vous êtes enregistré, vous êtes inspectable. Et les inspections sont réalisées par sondage, par la FDA. Donc vous ne savez pas s'ils vont venir un jour vous visiter, vous, demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être jamais, puisque ce sont des inspections par sondage, mais elles existent effectivement. Et l'agent reçoit les notifications d'inspection. Donc quand vous vous enregistrez, vous consentez aussi à être potentiellement inspecté par la FDA. Et voyez, encore une fois, c'est une inspection après l'enregistrement et non systématique. C'est un des moyens de contrôle de la FDA. Alors, d'ailleurs, par rapport aux agents, vous allez devoir vous poser la question: «Quel agent je vais utiliser?» hein, puisqu'il n'y a pas de liste, il n'y a pas d'agrément pour être agent, hein. Il y a des conditions, il faut être disponible 24 heures sur 24, il faut résider aux États-Unis, il faut être capable de répondre, à la FDA et cetera. Mais vous n'avez pas de liste, d'agents agréés. Donc vous avez des professionnels, comme nous, qui vont intervenir dans ce cadre-là, qui vont, d'ailleurs vous aider parce qu'ils vont prendre en charge la partie administrative, on va en parler à l'instant. Et puis, vous avez évidemment, d'autres cas qui vont se présenter. Vous pouvez avoir votre partenaire commercial qui va vous dire: «Mais moi, tu sais, je peux aussi être ton agent». Et comme ça, tu dépenseras pas, l'argent que tu vas payer à un agent professionnel. Alors, c'est sûr, ça a un intérêt, c'est gratuit. Inconvénient, effectivement, bah, vous aurez la partie administrative à faire votre enregistrement, le renouveler, le maintenir à jour aussi, puisqu'il y a une obligation de mise à jour dans les 60 jours suivant tout changement. Et puis, hem, eh bien la confidentialité qui reste une question quand même, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul agent, aux US par rapport à la FDA et vous, certainement, vous ambitionnez d'avoir plusieurs clients. De même, vous n'avez pas forcément envie que votre client soit au courant si vous êtes inspecté. Donc vous voyez, il y a aussi parfois un problème de, je dirais, de conflit entre les intérêts commerciaux et les intérêts, administratifs et réglementaires. La troisième option, éventuellement, si vous avez une filiale là-bas, c'est de vous dire: «Bah, tiens, mais je pourrais peut-être utiliser ma filiale comme mon agent». Alors c'est tout à fait possible, mais là encore, les mêmes conditions vont s'appliquer. C'est-à-dire, nous, on a aussi des grands groupes qui nous utilisent, en tant qu'agents. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils ont une filiale, mais dans leur filiale, il y a que des commerciaux. Donc c'est pas forcément l'équipe la mieux placée pour être sûr, est-ce que c'est bien un email de la FDA? Est-ce qu'il faut répondre? Dans quelle procédure? Et cetera. Vous voyez, hein, des choses comme ça. Ou vous avez juste une boîte postale, vous avez une filiale, mais il y a personne. Donc là, clairement, ça ne répond pas à la notion d'agent. Je vous disais aussi qu'il y a des démarches administratives à faire, avant l'enregistrement. L'enregistrement, il est électronique, il va assez vite, mais avant, il faut avoir un numéro DUNS. Ça s'appelle un Unique Facility Identifier, hein, dans les systèmes de la FDA. Aujourd'hui, il n'y a qu'une agence agréée pour procurer ces numéros, UFI, c'est, la société Dun& Bradstreet. Donc c'est une société privée, dont le travail, en fait, la mission, c'est de vérifier que les entreprises existent bien. C'est utilisé beaucoup dans le secteur bancaire aussi. L'intérêt pour la FDA, c'est que c'est harmonisé quels que soient les pays et donc il vous faudra avoir ce numéro DUNS avant de pouvoir vous enregistrer. Par exemple, nous, on s'occupe de ça, on a une task force pour les DUNS parce que parfois c'est très rapide. Vous avez déjà un DUNS, peut-être justement parce qu'il y a eu des prêts bancaires, par exemple, des choses comme ça. Mais parfois, vous ne l'avez pas pour l'établissement fabricant en question et ça peut durer parfois un peu de temps avec Dun& Bradstreet. Donc rétro-planning, là, il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance. Ça se trouve, votre enregistrement ne prendra que quelques jours, mais parfois ça peut être plus long. Quelques idées reçues à oublier une fois qu'on s'est enregistré, parce que souvent quand les gens s'enregistrent, après ils nous téléphonent et puis ils nous disent, «Ah bah maintenant je suis certifié FDA ou je suis approuvé FDA». Non, non, pas du tout. Vous n'avez fait que vous déclarer en tant que fabricant auprès de la FDA, vous n'avez absolument pas obtenu une approbation, hein. Donc être enregistré, ça signifie pas qu'un produit ou un établissement est approuvé. D'ailleurs, les certificats d'enregistrement, vous en avez vu un sur la slide précédente, c'est notre certificat d'enregistrement, donc c'est le certificat des agents. La FDA ne délivre pas de certificat. Nous, on en émet, par exemple, parce que les importateurs aiment bien, savoir, voilà, que l'enregistrement est maintenu à jour, qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe tout simplement. De même, l'utilisation du logo de la FDA, les FDA approved et cetera sur le stand, vaut mieux éviter, hein, c'est pas autorisé non plus.
Alors, encore, des idées reçues, est-ce que les produits sont approuvés? Eh bien non, ils ne le sont jamais et même parfois, si sur certaines gammes de produits, il faut faire des démarches additionnelles, on va voir l'exemple des produits en conserve, mais ça peut être aussi pour le lait infantile où il y a des démarches supplémentaires de notification à faire auprès de la FDA, mais c'est pas une approbation. Les seules choses que la FDA approuve, hein, ce sont les additifs. Si vous avez un nouvel additif que vous voulez mettre sur le marché aux États-Unis, oui, là, vous avez besoin d'une approbation et les colorants. Pour tout le reste, le principe, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous devez connaître, comprendre les réglementations, les appliquer et la FDA, ça va être post-market qu'elle va vous surveiller, elle va vérifier vos produits, elle va vous inspecter, et elle va inspecter vos importateurs. On va voir ça tout à l'heure. Alors, petite parenthèse sur les enregistrements, on ne peut pas balayer tous les produits ici, on n'a pas le temps, mais les produits en conserve, c'est quand même important. On en a beaucoup dans nos gammes de produits ici en Europe, donc on va prendre quelques minutes pour en parler. Ce sont ce qu'on appelle les établissements de produits, disons, apertisés, hein, food canning establishment. C'est beaucoup plus large que uniquement les boîtes de conserve en métal, hein. Vous avez les bocaux, les poches souples, et puis toutes sortes de procédés d'ailleurs, thermiques ou pas, hein, mais qui vont vous permettre de stabiliser un produit qui n'est pas un produit sec, et qu'on va conserver à température ambiante, hein. Donc là, on ne parle pas des produits surgelés, on ne parle pas des produits qu'on maintient en chaîne du froid en permanence, mais on parle bien des produits qui vont être soit apertisés, soit traités d'une façon ou d'une autre pour qu'ils soient stables à température ambiante, bien que ce ne soit pas des produits secs, hein. Donc en gros, la FDA sépare les produits faiblement acides, hein, ceux qu'en général on stérilise, et les produits acidifiés auxquels on va ajouter de l'acide citrique, du jus de citron, de la tomate par exemple, pour faire baisser le pH et qu'on va en général pasteuriser. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le champ est beaucoup plus large. Vous avez aussi toutes sortes d'autres processus qui rentrent dans ce cas-là. L'idée générale, c'est j'applique un processus pour stabiliser un produit qui n'est pas un produit sec et pour qu'il puisse se conserver à température ambiante. Et bien là, on va rajouter une couche réglementaire d'enregistrement avec l'enregistrement de l'établissement. Donc, il va avoir deux numéros, un numéro FDA pour l'enregistrement général, plus un numéro de Food Canning Establishment qui va l'identifier comme un de ces établissements qui a ce type de processus. Et puis pour chaque produit, on va devoir déclarer justement quel est ce processus et comment on l'a établi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Submission Identifier, c'est le numéro qu'on obtient quand on a déposé toute cette documentation à la FDA. Encore une fois, la FDA vérifie après coup, donc c'est pas parce que vous avez obtenu le numéro que c'est validé. C'est juste que vous avez déposé les informations et la FDA peut faire des vérifications a posteriori, parfois plusieurs mois, voire plusieurs années après, vous poser des questions et vous donner des délais très courts pour répondre, sous réserve sinon de carrément désactiver vos enregistrements. Alors, c'est beaucoup plus long, c'est pour ça, là, on parle de salon, donc le rétro-planning, toujours ça en tête et si vous avez ce type de produit, il va falloir prendre plus d'avance. Pourquoi? Vous pouvez vous dire: «Ah oui, mais attendez, moi, pour l'instant, j'ai pas de produit sur le marché, donc je vais peut-être pas faire toutes ces démarches d'aller donner tous mes processus à la FDA et cetera». Oui, sauf que pour, votre gamme de produits, c'est le droit à vendre. Et même pour les échantillons, si vous voulez être sûr de pouvoir, les faire parvenir aux États-Unis, je vous recommande fortement de le faire. Nous avons déjà eu des cas, de gens qui avaient même envoyé un tout petit colis d'échantillons à un acheteur qui se sont retrouvés refusés. Donc il y a des colis qui passent parce que, voilà, tout n'est pas contrôlé. Mais si vous voulez être sûr, que ça passe, vous avez intérêt à ce que les produits au moins, remplis, hein, que vous allez envoyer, hein, le packaging vide, il y a pas de problème, et bien, qu'au moins vos produits leaders, soient déjà enregistrés à la FDA, pour, ces enregistrements FCE-SID si vous êtes dans ce cas-là. C'est aussi important pourquoi? Je vous ai dit que ça dure assez longtemps. Et oui, il faut déjà, définir son processus thermique. Alors vous allez me dire: «Oui, mais moi, je fabrique déjà, j'ai déjà un processus thermique». C'est vrai, mais cependant, cette documentation, vos études, vos cartographies de stérilisateurs, vos études de pénétration de chaleur, tout ça, il va falloir les donner dans la documentation avec la soumission, du formulaire SID, qui est en plus un formulaire assez lourd à compléter. Donc cette documentation, vous l'avez peut-être, mais elle est peut-être en français.
Et puis, les tests ont peut-être été faits avec un certain nombre de sondes et un certain protocole qui n'est pas le protocole de la FDA. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces vérifications à faire avant. Et vous imaginez bien que si en plus vous avez besoin d'un labo, nous par exemple, c'est ce qu'on fait aussi, hein, pour refaire les études par exemple, ou compléter les études, eh bien ça va vous prendre beaucoup de temps. Mmh. Mais en même temps, si vous allez à un salon, que vous avez ces produits-là et que vous n'avez ni FCE ni SID, un acheteur qui va vous voir, il sait que ça prend du temps. Et donc, il va se dire: «Bon, OK, mais en fait, eux, je peux pas leur commander leurs produits». Donc c'est souvent aussi le gros dilemme pour les entreprises qui ont ces produits-là, mais en même temps, si vous voulez vraiment être efficace, si vous voulez être capable de répondre à des gens qui vous disent: «Ah bah, très bien, formidable, j'en veux le mois prochain», eh bien, il va falloir prendre ce dossier des FCE-SID à bras-le-corps. Alors nous, on a traditionnellement toujours aidé les entreprises pour le dépôt de leur formulaire et leur maintenance parce que c'est un par produit, par contenance, par type de packaging, par recette, donc c'est beaucoup, beaucoup d'enregistrements et il y a toujours de la maintenance à faire. Nous avons aussi récemment acquis une société qui s'appelle Technical. Technical, c'est une process authority et donc c'est vraiment une société qui va pouvoir vous aider à vérifier si vos études sont correctes, vous aider à faire des études supplémentaires, dans vos stérilisateurs si c'est nécessaire et bien sûr, qui va permettre aussi d'avoir, le minimum, de questions, à la fin, après la soumission, parce que vous aurez déjà des dossiers qui sont, complets et effectués par, une agence qui est reconnue par la FDA depuis de longues années, hein. Technica, ça existe depuis plus de 30 ans, donc c'est une société qu'on a rachetée, récemment, mais avec laquelle on travaillait déjà, et qui peut tout à fait vous appuyer si jamais vous avez aussi des besoins de process authority. Donc attention, attention pour les FCE, on reprend sur cette slide-là, mais c'est vraiment FCE, SID, si vous avez ces produits-là, c'est très important, d'obtenir ces enregistrements, au moins pour vos produits leaders, que vous puissiez les envoyer sans risque et aussi avec la possibilité de dire oui à vos acheteurs. On finit sur les enregistrements. Quelques exemptions, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Juste la dernière partie, vous voyez les établissements réglementés par l'USDA. Il faut savoir que la juridiction de la FDA, c'est tous les produits alimentaires, sauf la viande et la volaille. La viande, donc tout ce qui est viande et volaille, ça dépend de l'USDA, c'est leur ministère de l'Agriculture. Et là, par contre, il faut un agrément sanitaire. Et ça, dès que vous avez plus de 2% de viande ou de volaille dans vos produits. Donc faites bien attention à ça, c'est pas du tout le même process. Là, ça va passer par les services vétérinaires de votre pays, et il y aura besoin d'une inspection avant. Donc c'est une démarche qui est longue. À ce niveau-là, il faut savoir donc, si on résume, si vous faites des pizzas par exemple, si vous avez une pizza au saumon, ça sera une pizza FDA. Si vous avez une pizza au jambon, ça sera certainement USDA si vous avez plus de 2 de jambon dans votre pizza. Donc faites attention à cela aussi, dans les produits que vous envoyez. Quelle juridiction s'applique, pour ne pas vous tromper, ne pas vous trouver bloqué à l'arrivée. Alors, la sécurité alimentaire, vous allez me dire: «La sécurité alimentaire, mais la FDA ne va pas m'inspecter, donc pas de problème». Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe général, c'est que nul n'est censé ignorer la loi et qu'à partir du moment où vous mettez des produits sur le marché, vous êtes censé, connaître les réglementations américaines et vérifier que votre système qualité satisfait ces réglementations. Donc pas de certification obligatoire, en matière de sécurité alimentaire aux États-Unis pour les produits alimentaires, mais conformité, donc en gros, il faut faire une gap analysis de votre système qualité, de vos plans de sécurité alimentaire pour voir s'ils satisfont aussi, les réglementations en vigueur et applicables à vos produits pour, les États-Unis. Alors pourquoi le vérifier en participant à un salon? Eh bah, tout simplement, je vous ai expliqué tout à l'heure que les importateurs participent pas, hem, pour comporter aussi, à travers leur mission d'importateur, une responsabilité par rapport à la sécurité des produits. Donc ils vont vous poser des questions. Ils vont vous demander si vous avez des plans de sécurité alimentaire, si vous êtes au courant de quels, standards, s'appliquent à vos produits et cetera. Puisque eux, ils doivent documenter tout ça à travers le fameux FSVP, le Foreign Supplier Verification Programme. Donc je ne vais pas aller en détail de tous les produits, mais à part les produits à base de viande ou de volaille, hein, dont je vous ai parlé, les produits aussi,
tout ce qui est boissons alcoolisées, donc tout ce qui est enregistrement FDA, ça s'applique pour vous, mais par contre, au niveau de l'étiquetage, des GMP, etc., vous trouverez tout ça non pas sur le domaine de la FDA, mais au TTB, puisque là, c'est un peu plus spécifique. Donc, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais sachez que c'est différent et n'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner à ce sujet-là. Alors au niveau des réglementations de sécurité alimentaire, je ne vais pas pouvoir aller, beaucoup dans le détail, mais il y en a, différentes parce que c'est un système qui s'est bâti au cours du temps, hein. Donc, au début, on a eu certains HACCP qui ont été développés pour certains secteurs. Donc, par exemple, pour tout ce qui est, jus de fruits et légumes et purée de fruits et légumes d'ailleurs, vous voyez les chapitres au milieu, c'est les chapitres du CFR, le Code of Federal Regulation. Et donc, ce sont des textes qui ont été développés par le passé pour certains secteurs qui étaient considérés comme sensibles par la FDA, comme les produits de la mer, par exemple. Et ces textes sont toujours en vigueur. Donc, vous avez certains secteurs qui ont leur texte spécifique HACCP, et faites attention, c'est pas un HACCP général, hein. Parce qu'évidemment, nous, on est tous HACCP en Europe, mais là, il faut vraiment prendre connaissance de cet HACCP-là parce qu'il est très précis par rapport aux produits en question. Vous avez aussi des référentiels qui sont partiels, qui vont s'appliquer à une partie de votre processus. Comme par exemple, pour tous les produits FCESID, eh bien, vous avez une partie de référentiel qui s'appelle le CFR 113 qui va s'appliquer, sur 14, qui va s'appliquer à ces produits-là. Et puis, vous avez des bonnes pratiques de fabrication pour les laits infantiles. Les compléments alimentaires ont leur set de bonnes pratiques de fabrication spécifiques aussi, les fameuses CGMP. Bon, les eaux en bouteille, entre autres. Mais pour tout le reste, il y a eu une grande modification des réglementations en 2011 qui s'appelait le Food Safety Modernization Act, pour lesquelles on a créé un cadre général en fait de bonnes pratiques de fabrication et de ce qu'on appelle les contrôles préventifs, hein, ce qui est un peu le marqueur en fait des exigences de système qualité de la FDA. Et donc ça, c'est en gros ce qui s'applique à tout le reste. Donc en gros, la plupart des produits sont soumis au contrôle préventif, hein, le chapitre 117 du CFR, sauf les exceptions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le pendant de ces contrôles préventifs et bonnes pratiques de fabrication pour le feed, hein, tout ce qui est nourriture pour les animaux, et puis encore l'équivalent pour les produits frais, hein, les fruits et légumes frais, ce qu'ils appellent produce aux États-Unis, donc qui est pareil, une transposition des contrôles préventifs pour ces produits-là. Et puis, vous voyez ici le programme de vérification des fournisseurs étrangers, le fameux FSVP, qui lui ne s'applique pas à vous, s'applique aux importateurs, mais il faut comprendre en quoi ça consiste. Parce que, évidemment, ça vous expliquera pourquoi votre importateur veut connaître votre plan de sécurité alimentaire, veut avoir de la documentation, veut vérifier, veut avoir des résultats d'analyse, etc. Autre chose sur lesquelles j'attire votre attention, c'est la loi sur la traçabilité des denrées alimentaires, une loi un peu plus récente qui n'est pas encore rentrée en vigueur. Elle devait rentrer en vigueur en 2026. La deadline a été repoussée en 2028. Et là, ce sont des requis de traçabilité additionnels, non seulement d'avoir la traçabilité, mais aussi de la tenir à disposition et de façon électronique pour la FDA pour certains produits. Alors en gros, des produits qui sont plus liés à la production agricole, comme par exemple les fromages, etc. Et où là, on est dans un concept entre guillemets de la fourche à la fourchette, hein. Mais encore une fois, il y a le fait d'avoir un système de traçabilité, ce qu'ont déjà beaucoup d'entreprises ici en Europe, mais aussi le fait de pouvoir mettre à disposition ces données de façon électronique. Donc ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place. C'est pour ça que la FDA a donné un peu plus de temps. Là encore, on vous informera régulièrement sur ces questions-là. Pour résumer, vous voyez ici un petit schéma avec les compléments alimentaires, avec leur set de réglementation de sécurité alimentaire particulier. Le gros des produits qui vont être dans la deuxième partie, la partie grise, où vous retrouvez effectivement les contrôles préventifs pour les produits alimentaires pour les humains, les HACCP spécifiques pour les produits de la mer et les jus et purées de fruits et de légumes, et puis les aliments pour animaux avec leur set spécifique aussi.
Donc ce qu'il faut, comprendre, c'est qu'ensuite il y a quelques exemptions ou requis réduits, par exemple, pour, les contrôles préventifs. Si vous faites moins d'1 000 000 $ de chiffre d'affaires globalement, pas seulement aux US, vous pouvez faire une déclaration et avoir une attestation de petite entreprise et du coup vous contenter de vous conformer aux réglementations de votre pays. Il y a aussi des réglementations aux États-Unis sur le food defense. Ça s'applique aux entreprises qui font plus de 10 millions de chiffre d'affaires, donc c'est un petit peu plus, le seuil est un petit peu plus haut. Mais là encore, vous avez des sets de réglementation spécifiques. Donc soyez, prêts. Moi je vous dirais avant de faire un salon, ce qui est intéressant, c'est au moins de faire une 1re gap analysis. Pareil, toujours pareil, vous avez des produits leaders, peut-être que vous pouvez faire vérifier votre plan de sécurité alimentaire sur ce produit-là, parce que ça permettra, à votre responsable qualité de comprendre les attendus, d'y réfléchir et puis en même temps, ça vous permettra, peut-être d'avoir aussi un document en anglais, à fournir à un acheteur potentiel. Ou des documents qui vont s'inspirer de cela, pour, pouvoir rassurer vos acheteurs. Alors on va passer à l'étiquetage, et à la conformité des produits. Je vous ai parlé des ingrédients, déjà un petit peu tout à l'heure. Mais voyez sur l'étiquetage, enfin moi j'ai un objectif, c'est de vous dire: «Attention, il n'y a pas que les nutrition facts», puisqu'en général on focalise là-dessus, hein. On veut créer son pavé de nutrition facts, mais sachez que c'est aussi un univers assez complexe et c'est vraiment différent, de l'Europe. Et bon, bien sûr, là, vous allez avoir la liste des informations obligatoires. Vous allez la voir sur les 2 prochaines slides. Et ça peut paraître hyper simple. Comme ça, on se dit, ah oui, ok, bon, il faut le nom de l'aliment, la quantité, ça paraît logique. Mais en réalité, derrière chaque point, vous avez des règles qui sont complètement différentes des nôtres. Par exemple, si on prend le nom courant de l'aliment, on se dit, bon, oui, c'est simple, je vais mettre le nom courant de l'aliment. Sauf que pour certains aliments, mais pas pour d'autres, la FDA a des standards of identity. Alors, le standard of identity, c'est un nom commun, mais défini par rapport à des spécifications particulières. Donc, si vous avez ce produit-là et qu'il y a un standard of identity, vous avez intérêt à vérifier s'il il répond bien aussi aux spécifications qui sont derrière ce nom pour pouvoir utiliser ce nom, hein. De même, par exemple, si vous avez des produits aromatisés, eh bien, le fait que le produit soit aromatisé, dans certains cas, il faut mettre ça sur le nom courant du produit, sur la face principale de l'étiquetage, par exemple, hein. Donc vous voyez, il y a plein de petites règles derrière, qui vont se décliner, qui vont faire qu'on est dans un autre univers. Pareil pour les quantités nettes. On peut se dire: «OK, j'ai compris, il faut les 2 systèmes, le système métrique et le système en ounces, en pounds et cetera, fluid ounce». Mais en fait, il y a pas que ça. Il y a aussi, l'endroit où vous mettez, la quantité nette, la façon dont vous l'écrivez, la taille de caractère, le fait que derrière le fond doit pas avoir des graphiques. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes de détails et on en voit des produits qui sont refusés juste parce que c'est écrit trop petit. Il y a beaucoup plus d'attention à la perception du consommateur, à le fait qu'il puisse bien lire, bien voir et cetera, et beaucoup plus de précision, par exemple, sur l'emplacement des informations. On prend la liste d'ingrédients, c'est pareil. On vous dit, bah, c'est le nom courant des ingrédients, donc déjà le nom courant, hein, donc c'est-à-dire, par exemple, les E330 et cetera, c'est absolument interdit, c'est une source régulière, de refus en douane. Mais aussi, pareil, rien qu'au niveau du nom des ingrédients, certains ingrédients sont présents dans le CFR. À ce moment-là, il faut vérifier qu'on est conforme à leurs spécifications. Donc il y a toute une vérification à faire, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ingrédients ne sont pas approuvés en tant que tels et donc vous avez aussi une grande responsabilité individuelle en tant que fabricant sur la sécurité de vos ingrédients. On prend les allergènes? Eh bien, c'est pareil, il n'y en a que 9 aux États-Unis, alors que nous en avons bien plus ici en Europe. Donc on est à nouveau dans un univers différent et on pourrait continuer, sur, l'identité du fabricant, les pays d'origine, les langues et cetera et bien sûr sur le tableau de valeur nutritionnelle puisque vous voyez qu'il est complètement différent du nôtre. Il est aussi très défini, très formaté. Vous voyez toute la taille des caractères, les lignes grasses, pas grasses et cetera. Tout ça, c'est défini, c'est formaté. Le fait de pouvoir choisir, des plus petits modèles, c'est lié à certaines conditions. Donc, vous voyez, il faut faire le point là-dessus aussi. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais moi, pour l'instant, j'ai pas de produit sur le marché américain, donc, est-ce que je dois, créer des packaging?» Moi, je vous recommanderais d'avoir au moins des prototypes parce que, c'est toujours la même discussion. Si vous avez des gens qui viennent vous voir sur votre stand et qui vous disent: «Oui, mais vous avez des produits pour le marché américain, vous savez si c'est adapté et non».
si vous n'avez pas d'exemple à leur montrer, ça va être moins convaincant que si vous leur dites: «Bah non, pour l'instant, j'ai pas de produit, mais voyez, j'ai déjà des prototypes, j'ai vérifié mes ingrédients et cetera». Donc c'est aussi un argument que vous pouvez avoir, en faisant, en travaillant déjà sur, cette partie-là, en amont. Ça vous permettra aussi de gagner du temps si vous avez la chance d'avoir une commande, rapide à satisfaire. Enfin, bah, une fois que vous avez tout fait votre tour d'horizon, il va falloir envoyer vos échantillons et là, vous aurez une déclaration de prior notice à faire, hein, une notification préalable. Donc ça, c'est une déclaration qu'on fait à chaque envoi. Alors vous vous en rendez pas toujours compte parce que c'est pas forcément vous qui expédiez les produits. Vous pouvez vendre au départ de votre usine, par exemple. Mais dans tous les cas, il faut la faire et quand on envoie des échantillons, c'est encore plus important, surtout si on envoie par air parce qu'il faut faire la déclaration avant que le colis parte de chez vous. Dans tous les cas, effectivement, alors vous la faites vous-même, nous on peut la faire pour vous, parfois les transporteurs s'en occupent ou parfois même l'organisateur du salon, mais dans tous les cas, ça sera fait. Et l'intérêt pour la FDA, c'est que, dans cette prior notice, on vous demande, le nom du fabricant et son numéro FDA. Donc ça permet à la FDA d'être sûre que les produits qui arrivent sur le sol des États-Unis proviennent d'établissements enregistrés. C'est aussi pour ça que, vous voyez, on reboucle avec le début, il faut s'assurer des enregistrements au départ. Mmh. Et donc, important aussi de faire les bonnes déclarations bien à l'avance pour que vos produits arrivent, à temps pour le salon. Donc il y a des délais, des formalités et cetera, mais comme je vous le disais tout à l'heure, bon vous avez, vous pouvez tout à fait, vous reposer par exemple sur nous pour ce genre de déclaration. Alors, pour finir, mais comment la FDA contrôle-t-elle, l'ensemble de ces éléments de conformité et ces attendus? Eh bien, elle a en gros 3 gros moyens, hein. Son premier moyen, c'est d'inspecter les importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure, les importateurs, ils sont connus par la FDA, ils sont nommés à chaque import, il est spécifié dans l'entrée sous douane qui est l'importateur au regard, de la sécurité alimentaire des produits, le fameux importateur FSVP. Et donc, la FDA, ben, elle inspecte ces gens-là. C'est très pratique en plus parce que comme c'est uniquement de la documentation, elle peut le faire à distance et elle ne s'en gêne pas. Et ça leur permet d'avoir accès non seulement à la documentation qu'a collecté l'importateur par rapport à la sécurité des produits, aux fournisseurs qu'il a approuvés, etc. Mais du coup, ça va leur donner un aperçu de votre statut de conformité en tant que fournisseur de cet importateur. Donc ça, c'est un élément important pour la FDA, c'est la façon la plus facile pour elle d'inspecter. On voit plein de warning letters de la FDA à des importateurs qui sont publiés, ce qui prouve qu'ils sont très actifs là-dessus. Et c'est aussi important pour vous, dans votre choix d'importateur, de travailler avec des importateurs qui sont conformes. Parce que si on lit un peu les warning letters, vous le verrez, et bien, l'AFD dit clairement que si l'importateur n'est pas en conformité, elle bloquera les produits des fournisseurs qui fournissent cet importateur-là. Deuxième point de contrôle, l'inspection des établissements fabricants, hein. Et ça, ils le font partout dans le monde, donc que vous soyez au Canada, au Maroc, en France ou en Belgique, ils peuvent tout à fait venir vous voir. Alors c'est par sondage, effectivement, et à ce moment-là, par contre, quand ils viennent, c'est 3 à 5 jours, donc ils ont effectivement le temps de contrôler l'établissement, de vérifier toute la documentation. Donc ça, c'est important aussi d'être prêt pour une inspection. Et puis si une inspection se passe bien, et ben c'est aussi un argument pour vous, puisqu'à ce moment-là, ça sera publié. Tout ça, c'est public sur le site de la FDA. Donc c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de rassurer vos importateurs. Et on a la chance actuellement, pour les entreprises qui ne sont pas sur le sol des États-Unis, de recevoir des notifications 2 à 3 mois à l'avance, hein. Nous, on le voit puisqu'on est agent, donc on reçoit ces notifications. Par contre, en début d'année, la FDA a annoncé que de même que ce qui se pratique aux US où il n'y a pas de notification, hein, ils arrivent à la porte de l'usine et puis ils vérifient, heu, ils pensent faire aussi des inspections surprises hors des États-Unis. Alors, on n'a pas encore vu, c'est un peu nouveau, mais bon, sachez que voilà, c'est dans les projets de la FDA de faire aussi des inspections, sans notification préalable. Et puis la vérification des produits en tant que tels, évidemment au point d'entrée en douane, mais aussi sur le marché, aussi, parfois lors de l'inspection de stock des importateurs, où là, ils peuvent vérifier les étiquetages, prélever des échantillons, regarder les allégations, vous voyez? Donc, toutes sortes de vérifications a posteriori. Encore une fois, ce sont des vérifications a posteriori et c'est là qu'il y a à la fois,
le plus gros danger finalement. Les US, c'est bien parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre 2 ans d'avoir une autorisation. Par contre, vous avez besoin d'être en conformité parce que sinon, vous pouvez commencer à exporter, voilà, super salon, 2 palettes qui partent très vite, 1 container, 2 containers, 10 containers, et au 11e, tout est bloqué parce que l'étiquette n'est pas conforme, parce qu'il y a un ingrédient non autorisé ou un colorant, voyez, et parce qu'on l'a pas prévu, tout simplement parce qu'on n'a pas pris assez de temps au départ. Donc, pour le FSVP, je vous en ai parlé un petit peu tout au long de la présentation, eh bien, effectivement, là aussi, il faut prendre son temps parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aviez bien vu ce rôle de l'importateur, hein, c'est-à-dire qu'il doit approuver les fournisseurs avant l'importation des denrées, il doit vérifier tout le système qualité justement de ces fournisseurs étrangers, il doit documenter tous ces contrôles parce qu'il peut être inspecté par la FDA, et donc ça prend du temps. Donc quand vous n'avez pas d'importateur et que vous utilisez un agent FDA, comme par exemple nous, c'est ce qu'on fait, un agent FSVP, pardon, j'ai fait une erreur, un agent FSVP, donc c'est ce qu'on peut faire pour les salons par exemple, eh bien on va avoir besoin de temps nous aussi, parce que c'est pareil, on va devoir vérifier vos plans de sécurité alimentaire, on va devoir tout documenter, parce que nous aussi, on peut être inspecté. D'ailleurs, on a déjà été inspecté plusieurs fois par la FDA, d'ailleurs sans problème, mais on a dû fournir toutes les documentations sur tous les imports pour lesquels on a été déclaré comme le FSVP agent. Donc là aussi, pensez bien à votre rétro-planning par rapport à l'agent FSVP, planifiez-le bien. Et alors, ce que je vous dis là, c'est pour un salon, mais c'est aussi pour d'autres cas. Quand vous vendez, par exemple, par Amazon, vous allez envoyer votre marchandise, vous n'avez pas d'importateur à l'arrivée. Vous voyez, il y a d'autres cas où on n'a pas d'importateur à l'arrivée. Donc ne pas respecter les réglementations, c'est vrai que ça coûte des frais de détention, des frais portuaires, des frais de réétiquetage, et cetera. Vous pouvez perdre votre marchandise, être obligé de la détruire, et puis surtout, vous pouvez perdre vos clients et ça, c'est le plus dur à récupérer. Et par ailleurs, que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est public. Il y a beaucoup de choses publiques, en tout cas, sur le site de la FDA. Donc c'est aussi un aspect de réputation, hein. Quand on passe une mauvaise inspection, quand on a des produits refusés à la douane, on reçoit une warning letter, tout ça, c'est pas une bonne publicité. Alors comment nous pouvons vous aider? Puis après on passera aux questions. Eh bien, je vous l'ai dit, on a une palette de services, très importante, donc vous pouvez utiliser de façon individuelle. Mais on a aussi, des plans de conformité qui vous permettent justement de pas vous préoccuper en vous disant: «Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai pensé à tout?» et cetera. Donc selon votre cas, selon votre type de produit, on peut vous proposer des plans sur lesquels on va couvrir l'enregistrement, la vérification de certaines étiquettes, la vérification de certains plans de sécurité alimentaire, des formations aussi pour certains requis de la FDA, de façon à ce que vous soyez, je dirais, dans le confort et dans un plan de mise en conformité qui vous permette d'avoir l'ensemble, je dirais, des domaines qui progressent en même temps. De même, on a des plans spécifiques pour les entreprises qui ont des produits de type FCE, SID, donc produits de conserve. Et on finit par la checklist, donc enregistrez-vous, assurez-vous que vous comprenez les exigences de sécurité alimentaire qui s'appliquent à votre entreprise et que vous êtes capable de les respecter. Si vous n'avez pas d'importateur pour vos échantillons qui vont aller sur le salon, vous devez avoir un agent FSVP, c'est vraiment indispensable. Vérifiez vos ingrédients, vos étiquetages, anticipez. Et puis, bien sûr, faites votre prior notice avant d'envoyer les échantillons. Et Emmanuela vous l'a dit tout à l'heure, mais on a un questionnaire. C'est important pour nous d'avoir votre feedback, donc surtout répondez-y et n'hésitez pas à nous poser vos questions maintenant. On a encore quelques minutes pour discuter ensemble. Je vous laisse aussi notre contact pour le bureau basé en France et nous avons aussi une page LinkedIn sur laquelle nous faisons passer toutes les informations. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour avoir des news réglementaires. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la session de réponses et de questions-réponses. En fait, là, j'ai déjà quelques questions sur, bah, déjà sur la
pour ce qui concerne la USDA. Donc, il y a une société qui demande s'il y a un type spécifique de viande qui passe par la USDA. C'est D'accord. Donc, ça, c'est en fait, pour faire simple, tout ce qui est, viande ou volaille, ça va être USDA. Il y a que quelques, volailles ou viandes qui sont FDA, mais c'est vraiment ce qu'ils appellent game meat, donc en gros, c'est le gibier. Mmh. En dehors de cela, tout est, USDA. Par contre, on parle bien ici viande ou volaille, donc vous voyez le poisson et tout ça, nous en Europe, on pense plutôt denrées animales d'un côté et puis, le reste de l'autre côté. Là, non, on parle bien de viande et de volaille. Alors c'est un système à 2 niveaux, c'est-à-dire que déjà, l'USDA, va définir, un petit peu comme en Europe d'ailleurs, hein, quelle viande et quelle volaille on peut importer de quel pays, en fonction, entre autres des grandes pandémies, mais aussi du système de contrôle de chaque pays. Et ensuite, si par exemple, il est défini que la viande de porc peut être importée de tel pays, à ce moment-là, il faut que chaque établissement obtienne un agrément. Et si par exemple, vous transformez de la viande, par exemple, on prenait la pizza au jambon tout à l'heure, eh bien, il va falloir que vous achetiez ce jambon à un établissement USDA et vous-même que vous ayez un agrément USDA pour ces produits-là. Mmh. Donc, vous avez d'ailleurs, tout est publié sur le site de l'USDA au niveau des pays qui sont autorisés. Mais j'aurais tendance à vous dire, le principal interlocuteur pour vous, c'est les services vétérinaires de votre pays ou de votre région, puisque c'est par eux, hein, que passe la coordination. C'est un accord entre l'Europe et ensuite chaque pays européen et les US, pour justement coordonner les inspections préalables et les audits pour obtenir l'agrément, hein. Je vous cache pas que c'est pas facile, hein. Donc c'est plus facile la pizza au saumon que la pizza au jambon, ça c'est clair. Une autre question, c'est pour la prior notice. En fait, la demande, c'est plus ou moins pour savoir qui doit remplir, qui doit faire la demande de prior notice et si c'est pour tous les produits ou que pour les échantillons. Alors donc la prise en notice, effectivement, on peut la faire, enfin ça peut être l'expéditeur qui l'a fait ou le destinataire, ça a pas d'importance. C'est-à-dire qu'il y a une notion entre le shipper, c'est une chose, et le submitteur de la prise en notice, celui qui soumet la prise en notice, c'est quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. En fait, elle est toujours faite cette prise en notice et si vous exportez régulièrement, peut-être vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Parce que si vous vendez au départ de chez vous, par exemple, ou que vous envoyez, je sais pas moi, au départ du Havre, et qu'en fait ça c'est groupé dans un container avec d'autres marchandises, la prière notice elle va être faite pour l'expédition, donc pour le container. Donc c'est pas vous qui vous en occupez, mais quelqu'un fait quand même cette prière notice. Dans tous les cas, nous par exemple on a sur notre site internet un des formulaires que vous pouvez remplir très facilement. Vous pouvez vous créer un compte, ça garde en plus toutes les données en ligne, donc c'est pratique. Quand vous expédiez régulièrement, vous n'avez plus qu'à valider, à sélectionner dans des listes. Et vous pouvez faire ces déclarations de prior notice aussi par notre site internet. Euh, Une autre question, c'est pour la douane. En fait, la demande, c'est pourquoi, à partir de cette année, plusieurs envois ont été bloqués en douane, s'il y a plus de contrôle en douane. alors, je dirais que si vous avez eu des envois bloqués en douane, la première chose à faire, c'est analyser pourquoi. Et c'est pas toujours facile. Alors, pourquoi c'est pas facile? Parce que la FDA, quand elle bloque quelque chose à la douane, et nous, même nous, ça nous embête parce que même en tant qu'agent FDA, on ne reçoit pas de notification. La seule personne qui reçoit une notification, c'est l'importateur. Et donc, des fois, vous avez l'importateur qui vous envoie un email relativement vague en vous disant c'est bloqué, ok, mais vous savez pas pourquoi. Donc, c'est embêtant. Si c'est une expédition cargo, et même en général maintenant pour les petits colis, si c'est pour un motif FDA, parce que ça peut être aussi pour un motif, je sais pas, de douane ou de plein d'autres choses finalement, hein, mais si c'est pour un motif FDA, il y a un document de la FDA qui est fourni à l'importateur, au destinataire de la marchandise, et qui s'appelle la Notice of Action. Donc moi, je vous encourage à contacter le destinataire de la marchandise et à lui demander s'il a reçu une notice of action. Ou si vous envoyez des petits colis, à ce moment-là, peut-être contacter votre transporteur pour qu'il récupère la notice of action. À partir de la notice of action, on peut comprendre le motif de blocage et comprendre, et essayer de trouver des solutions. Par exemple,
il y a des choses dont peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Il y a des entreprises qui sont mises par la FDA sur Import Alert. Une Import Alert, c'est une circulaire qui est envoyée à tous les points d'entrée en douane pour dire, voilà, on a systématiquement un problème, par exemple, de colorants interdits sur tel type de produit ou de résidus de pesticides sur tel ou tel type de produit. Du coup, il faut contrôler de façon renforcée ces produits-là. Et puis, on a déjà noté toutes ces entreprises-là qui sont sur la red list. Alors nous, on appelle ça blacklistées ici, mais eux, c'est une red list en fait. Toutes ces entreprises-là, elles ont déjà eu le problème. Donc, celles-là, il faut les contrôler systématiquement. Donc là, on inverse la charge de la preuve. Si vous êtes sur une import alert, si votre société est dessus, eh bien, c'est pas que la FDA doit vérifier pour voir si vous êtes conforme, c'est par défaut, vous n'êtes pas conforme. Donc, c'est vous qui allez devoir prouver que vous êtes conforme à chaque fois. Et ça va ralentir toutes vos expéditions. Donc, vous voyez, c'est hyper important d'analyser est-ce que c'est vraiment un problème FDA ou non? Quelle est la raison? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas derrière quelque chose qui est arrivé, comme de vous mettre sur une import alert et que vous n'ayez pas été mis au courant, hein? Parce que la FDA, par exemple, n'envoie pas forcément toujours de courrier pour ça. Donc là, il faudrait faire une analyse et n'hésitez pas à nous contacter pour ça, pour qu'on vous explique comment essayer déjà de collecter les infos. Et une autre question, c'est concernant le FSVP Agent. Dans le cas d'un cadeau qui va être expédié aux États-Unis, si c'est nécessaire au moins d'avoir un FSVP Agent dans ce cas. Alors, si vous envoyez un cadeau à votre filiale, donc effectivement, alors là, vous avez plusieurs solutions. En général, sur les petits colis, effectivement, si vous mettez que c'est un cadeau, vous aurez à faire la prior notice et vous pourrez à ce moment-là sélectionner, enfin nous c'est ce qu'on fait en fait quand on fait la déclaration, on sélectionne un code d'exemption qui dit que c'est un cadeau, ou que c'est un envoi, que c'est pas un envoi business quoi, si vous voulez. Donc évidemment, si le cadeau c'est une demi-palette, ça va pas être possible parce qu'on a eu des fois des cas où les quantités étaient importantes. Mais si c'est vraiment un petit colis avec des petites quantités, en général, on arrive à passer de cette façon-là. Pour l'instant, c'est tout avec les questions. En tout cas, je vous Heu, rappelle que vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse indiquée. je crois Euh, qu'on a encore quelques minutes et je crois que je viens de voir quelques questions additionnelles. Heu, Est-ce qu'on peut consulter une liste d'entreprises déjà enregistrées FDA et FCE pour rechercher des fournisseurs? Alors c'est une question intéressante. Il n'y a pas de liste publique, et pour une raison, importante en fait. C'est qu'en fait, sinon n'importe qui pourrait utiliser votre numéro FDA pour envoyer n'importe quoi et malheureusement ça arrive malgré tout. Donc c'est pour ça que c'est important, sachez que par exemple votre numéro FDA quand vous êtes enregistré, il est pas public, donc vous ne vous vous n vous avez vous à décider à qui vous le donnez, et c'est important parce que sinon, vous pouvez avoir des gens qui utiliseraient votre numéro, par exemple, pour expédier des produits qu'ils auraient achetés, ici en France, qui sont étiquetés, de façon, européenne, et qui risquent d'être bloqués à la douane et d'entraîner des mises sur import alert de votre société. C'est malheureux, mais ça existe et donc c'est aussi pour ça que ces informations ne sont pas publiques. Donc la meilleure façon de savoir si une entreprise est enregistrée à la FDA ou à un FCE, eh bien, c'est de lui demander. Et je crois que et j'avais une autre petite question sur le FSVP. Hem, oui, vous avez dit que le FSVP peut être assuré par n'importe quelle entreprise alimentaire. Entreprise américaine, est-ce bien non alimentaire? Quelle est la démarche à faire pour cette entreprise? Alors, je comprends pas très, très bien la question. En fait, moi, je vous parlais plutôt de l'agent FDA en vous disant qu'il y avait pas d'agrément, mais c'est vrai que le FSVP, juste pour vous repréciser, l'importateur FSVP, par défaut, de par la loi, c'est l'importateur du produit. C'est celui qui a, on dit agreed to buy the food. Donc en gros, celui qui a passé un bon de commande, celui qui a passé un contrat avec vous pour être approvisionné de tels produits, ou celui que vous avez facturé tout simplement. Donc par défaut, c'est la personne qui importe vos produits, le FSVP importeur et on va utiliser un agent FSVP quand il n'y a pas d'importateur.
Mmh. Et donc l'agent FSVP, c'est vrai qu'il y a pas pareil, d'agrément ou de liste d'agents FSVP, hein, je vous l'ai dit, par exemple, nous on est agent FSVP, mais on n'a pas d'agrément pour ça. Par contre, on a été inspecté régulièrement par la FDA pour ça, et l'agent FSVP doit faire toutes ces vérifications comme s'il était un importateur. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est vrai que c'est pas évident toutes ces notions d'agent FDA, d'agent FSVP qui sont différentes. Hem Et puis peut-être une petite dernière question pour la loi sur la traçabilité, puisque je vois qu'on a une petite question là-dessus. Oui, il y a déjà donc on nous pose la question pour la loi qui va être en vigueur en 2028, est-ce qu'il y a déjà un lien avec les produits concernés? Donc si vous voulez savoir, quels sont les produits concernés, il y a effectivement une Food Traceability List qui a été établie avec les catégories de produits qui vont être concernés. On a pas mal de choses aussi, dans nos ressources, bon, je pense qu'on a fait un webinaire là-dessus aussi. On fait beaucoup de webinaires aussi en anglais, donc on en reprend certains en français, mais pas tous. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur notre site, registre-arcor.com, aller dans, les ressources et vous trouverez, tous nos webinaires, on demand. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir toute la liste des webinaires. Vous pouvez les écouter en replay et avoir, toutes sortes d'informations. Par exemple, on a fait des webinaires sur, comment se passe une inspection de la FDA, quels sont les changements récents dans la réglementation, et cetera. Donc beaucoup de thématiques, comme celle-ci. Mais effectivement, c'est pareil pour la Food Traceability List, il y a déjà les catégories de produits qui sont définies, oui, tout à fait. Mmh. Ouais, je pense donc que qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Et voilà, je vois encore une petite question sur FedEx avec des délais de plus en plus longs. Alors, il y a eu quand même des délais qui ont été plus longs à cause des changements dans les taxes douanières, hein. Alors ça a rien à voir avec la FDA, mais c'est vrai. Et par contre, peut-être aussi que c'est un problème de pris en notice si vous avez des délais. Il faut savoir aussi que, en tout cas, on peut peut-être vous aider avec ça si vous envoyez beaucoup par FedEx ou par, d'autres transporteurs, dans la mesure où on a des systèmes où nous, on va automatiser, pour faire très rapidement ces pris en notice et surtout pour pouvoir mettre les documents à disposition des transporteurs, de façon à ce qu'ils puissent, s'y référer beaucoup plus facilement. Voilà, je crois que cette fois-ci, on a à peu près fait le tour, Manuela. Je ne sais pas si tu vois d'autres Je pense, questions je suis en que train de regarder, mais non, je vois pas d'autres questions. Donc, je pense que c'est tout. Et puis, donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par mail et nous reviendrons vers vous. Euh, et voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et votre attention. Et je ne sais pas si merci à Béatrice vous. veut Bonne dire quelque chose. journée. Au Merci. revoir. Au revoir.